Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, avec un fil rouge aujourd'hui autour du numérique. Bien dans son job, la gestion RH du handicap invisible. On accueille Laurence Dubois, elle est justement des RH de Prodware. Ils font un gros travail justement sur ces enjeux du handicap et d'insertion des personnes en situation de handicap. Le cercle RH, recruter, former, fidéliser, on parlera des métiers de la santé et on fera peut-être un focus d'ailleurs sur les pharmaciens qui manifestaient il y a quelques jours justement pour dénoncer, je mets des guillemets, leurs conditions de travail et la difficulté d'approvisionnement des médicaments. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. La fonction publique territoriale peut-elle être sexy? Oui, on vous expliquera tout avec Diana Davy. Elle est directrice déléguée chargée des ressources humaines et de l'emploi territorial au CIG Petite Couronne, plusieurs départements avec une stratégie. On en parlera avec elle à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle du handicap et du handicap invisible, parce qu'il y a ceux qui officiellement se sont déclarés et donc sont reconnus comme personnes en situation de handicap. Et puis il y a un autre sujet sensible pour les DRH qui est le handicap invisible. On en parle avec Laurence Dubois. Bonjour Laurence. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes DRH de Prodware. Quelques mots sur cette pépite, 1700 collaborateurs. On peut la situé comme une très belle ETI de la tech, c'est comme ça que vous situez? Tout à fait. Je suis ravie que vous utilisiez le mot pépite parce que c'est vraiment ça. Donc c'est un groupe international, principalement présent en Europe, avec 1735 collaborateurs. Voilà, et présent dans une douzaine de pays. Et on intervient effectivement dans la transformation digitale des entreprises. Alors avec un focus important chez vous, et on va en parler d'une manière plus globale, chez Prodware, c'est l'inclusion qui est au cœur de la RSE. Souvent c'est un mot comme ça, un peu un mot valise, on fait de l'inclusion, on l'entend beaucoup. Chez vous c'est extrêmement concret. Comment vous faites et comment tout cela a démarré? C'est très concret et ça a démarré par des convictions personnelles. Je crois que c'est très important, on parle souvent de politique RSE et pour moi, la situation de handicap est vraiment le pilier majeur dans une politique de RSE. Donc on a démarré il y a à peu près 7 ans cette politique en faisant d'abord un diagnostic, parce qu'il faut savoir où on en est par rapport à la situation de handicap. Notamment sur le handicap invisible. Absolument, puisque c'est quand même 80% des personnes en situation de handicap. Et donc, on a fait un diagnostic à la fois sur la culture de l'entreprise, le recrutement, comment gérer les personnes en situation de handicap, comment favoriser leur évolution professionnelle, et comment travailler aussi avec d'autres organismes comme la GFIP. La GFIP qui accompagne notamment à l'installation, à l'accompagnement des collaborateurs. Quelques images, parce que vous avez lancé une campagne. Vous travaillez évidemment en interne, mais vous faites savoir aussi, et on a envie de vous montrer quelques images de cette campagne, justement. Merci. On la regarde. Ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Avec un autre baseline, éliminer les barrières, faire du handicap un atout professionnel, c'est ça votre enjeu. Qu'est-ce que vous vouliez montrer dans que ça nous touche tous, on est tous concernés potentiellement par cette question du handicap invisible? Qu'on est tous concernés et en même temps, quand on recrute, finalement, on ne sait pas toujours si on va recruter une personne en situation de handicap. Donc tout le travail ensuite consiste effectivement à, entre guillemets, rechercher les personnes en situation de handicap pour les aider dans leur parcours. Juste un mot quand même, parce que quand on parle avec la GFIP, elle est venue régulièrement sur ce plateau, on nous dit que beaucoup de salariés ne veulent pas se déclarer en situation de handicap. Sentiment d'être discriminé, pas envie d'avoir ce mot qui leur colle à la peau, et c'est peut-être la raison pour laquelle on ne se déclare pas. Comment vous faites? Comment on accède à quelqu'un qui ne veut pas dévoiler ou parler de cette difficulté? Alors, je pense déjà qu'il faut plusieurs interlocuteurs. Si vous n'avez qu'une personne à qui parler, peut-être que vous n'aurez pas le fit avec elle et vous n'aurez pas envie. Il faut créer cette confiance. Voilà, il faut créer la confiance.
Donc on a d'abord mis en place une commission handicap avec les partenaires sociaux. J'ai embauché une personne qui est vraiment référente pour la situation de handicap. Et donc, on crée comme ça différents interlocuteurs. Je suis moi-même une interlocutrice et puis, bien entendu, les managers. Donc, on essaie de créer une dynamique avec l'ensemble de ces personnes-là. Un tout dernier mot, il nous reste 30 secondes. On l'entend, c'est aussi un levier de marque employeur pour Prodware. Oui, tout à fait, bien sûr. L'inclusion des personnes telles qu'elles soient, que ce soit au niveau des religions, au niveau de la race, au niveau de la couleur de peau, les personnes en situation de handicap, c'est très important. Donc, je pense que c'est une façon aussi de se démarquer vis-à-vis du marché. Merci Laurence d'être venue nous rendre visite pour nous parler de ce travail de fond qui n'est pas un travail marketing mais qui est un vrai travail en profondeur mené par Prodware, par vous et par vos équipes pour justement s'ouvrir à ce fameux handicap invisible si compliqué à déceler. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, et on s'intéresse au domaine de la santé dans le cercle RH avec les difficultés de recrutement. Vous le savez, dans le secteur de la santé, avec peut-être un focus sur les pharmaciens qui d'ailleurs étaient descendus et sont descendus dans la rue il y a quelques jours. Fait rare, ils descendent rarement les pharmaciens dans la rue et ils manifestaient. On en parle avec nos invités. C'est le cercle RH juste après le jingle. Le cercle RH et les enjeux de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé. Alors, il est récurrent, on en a beaucoup parlé, notamment dans le service public, dans les hôpitaux. On voit évidemment les infirmières qui quittent les hôpitaux, mais ça ne touche pas que le secteur hospitalier, ça touche aussi les pharmacies, les pharmaciens. Ils étaient dans la rue, d'ailleurs, vous l'avez vu il y a quelques jours. Alors, le sujet n'était pas que la pénurie de main-d'œuvre, il était surtout l'enjeu de la pénurie de médicaments, mais ça englobait un mal-être et une colère générale. On va en parler avec mes invités. Jean-Pierre Delfino est avec nous. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directeur général de l'OPCO Santé. Alors les OPCO, ce sont les acteurs de la compétence, ceux qui pilotent la formation. On reviendra avec vous sur cette campagne dans quelques instants parce que vous avez essayé de remonter les manches et de dire voilà, la bataille n'est pas perdue, on va se battre pour essayer de pourvoir tous ces postes manquants. Combien de postes manquent là ? 72 000 aujourd'hui et 150 000 en 2025. C'est très proche. 72 000 et le double, un peu plus du double. En 2025. C'est incroyable. Cyril Tétard, merci d'être avec nous. Vous êtes président de Pharmacial, vous nous expliquerez ce que c'est. Oui. Groupement de pharmaciens. Et pharmacien vous-même, c'est-à-dire que vous avez la blouse blanche, le caducée vert qui clignote. Elles sont noires chez moi, les blouses. Les blouses noires, d'accord, et le caducée vert quand même. Tout à fait. Et ça clignote le dimanche de temps en temps quand vous êtes de garde. Exactement. Et ça, c'est un vrai sujet. Vous étiez dans la rue ? Tout à fait. J'étais à Lille et j'étais à Paris. Vous êtes du Nord, hein, Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Addison Mendes, ravi de vous accueillir. Vous êtes consultant recrutement Fed Médical. Tout à fait. Et votre métier, à vous, et celui de Fed, c'est de créer une rencontre entre l'offre et la demande et de pouvoir recruter les bonnes personnes au bon endroit dans un secteur sous tension qui est le secteur de la santé. Quelques images, c'est vous qui avez piloté cette campagne parce qu'il y a beaucoup d'ambition et de volonté au sein de l'OPCO Santé. Regardez ces images et puis on débat juste après. Quand on y pense, un diplôme, c'est poser des questions, se poser des questions, prendre des notes, réviser tous les soirs, faire pas mal de nuits blanches, douter, tâtonner, pouvoir compter sur les autres. Expérimenter, croire en soi, se préparer avec des examens blancs, progresser un peu chaque jour, puis passer le vrai examen, attendre les résultats et se réjouir des réussites. Diplômé de la vie, le secteur privé de la santé reconnaît vos talents. Trouvez votre métier et votre formation grâce à l'alternance ou à la reconversion. Jean-Pierre Delfino, c'est intéressant parce que ce clip est décalé, évidemment, quand on aurait dû avoir un étudiant dans son bureau avec du guronzan et une petite lampe. Là, vous nous montrez quoi à travers ce clip ? Que sans diplôme, on peut aussi accéder à des emplois passionnants ? Alors, pas du tout. Ce qu'on montre, c'est que avec des qualités propres, avec une attention particulière pour un secteur, alors rien n'est neutre, hein,
40% des jeunes qui se disent intéressés ou très intéressés par notre secteur sont des gens qui ont une relation proche, un ami, un membre de la famille qui est pris en charge dans un de nos établissements. Donc notre clé d'entrée a été de faire justement la promotion de nos métiers à hauteur d'homme pour des gens qui ne sont pas spécialistes, mais qui ont une appétence particulière et qu'on va pouvoir ensuite emmener dans un parcours de formation, de professionnalisation qui est long, puisque les métiers de nos secteurs, et on en parlera probablement tout à l'heure, sont des métiers experts, avec très des formations longues, très encadrées, avec des problématiques de qualification obligatoire pour exercer des métiers. Ça, c'est ce que tous les candidats vont pouvoir trouver, toutes les personnes vont pouvoir trouver sur le site qui est attaché à cette campagne de promo. Je donne la parole à Jean-Pierre, à Cyril Tétart et à Addison Mendes, mais juste pour nous donner un peu la palette des métiers et des secteurs, parce qu'on a parlé de la pharmacie, on a un pharmacien, mais quels sont les autres métiers? Parce que là, vous ciblez les jeunes, on a bien compris qu'il y a cette idée d'attirer les jeunes. Alors, vous avez raison, on cible les jeunes et on cible principalement 3 qualifications chez nous. Les infirmiers. Gros sujet. 14 000 personnes manquantes, là, ici. Les aides-soignants, les aides-soignantes, les aides-soignants, 15 000 personnes. Hôpital ou EHPAD. Hôpital, donc secteur sanitaire, EHPAD, les éducateurs spécialisés et les accompagnants éducatifs et sociaux, c'est-à-dire des professions qui sont moins connues ou moins visibles que les professions du soin, mais qui sont dans le périmètre de l'OPCO-Santé et qui sont aussi, pardon pour le terme, pénuriques. Bien sûr. C'est-à-dire que... Qui n'attirent pas, en tout cas. Qui n'attirent pas dans un contexte où tous les secteurs d'activité sont en concurrence pour recruter dans un contexte de pénurie. Je viens vers vous, et après je me tournerai vers vous, évidemment, côté pharmacie, mais vous aussi, vous avez le contre-champ de tout cela, puisque votre métier, c'est d'aller essayer de recruter les bonnes personnes et je dirais de les accompagner au bon endroit. Est-ce que c'est compliqué pour vous aussi ? Ça l'est forcément, et ça l'est à tous les niveaux, hein. Que ce soit au niveau des profils infirmiers, que ce soit au niveau des aides-soignants, au niveau des métiers peut-être un peu plus diplômés, en tout cas où il faut faire des études un peu plus longues. C'est vrai qu'on le ressent à tous les niveaux et pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que le métier n'est pas forcément évident, et donc derrière ce qu'il faut... horaire décalé. Exactement, la charge de travail, et donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va pas venir enjoliver le tableau, c'est qu'on n'a pas forcément bonne presse au niveau du secteur de la santé. Comment vous faites, vous, chez Fed Médical? Parce qu'il faut quand même bien être capable de pouvoir... On a des discours très, très, très offensifs d'un OPCO. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes et ces moins jeunes? On parlera de la reconversion. Les gens qui changent de métier, venez dans le secteur de la santé. Il faut donner envie. Il faut donner envie comme on peut. Moi, voilà, dans le cadre de mes échanges avec les établissements et les structures que j'accompagne, il y a une question que j'aime bien poser, c'est, voilà, demain, je dois parler de vous à un professionnel de santé. Comment je dois peindre le tableau? Qu'est-ce que je dois mettre en avant pour... Comment vous vous vendez, quoi? Exactement. Bah oui. C'est ça. Mais côté pharmacien, parce que c'est intéressant, on l'a dit hors caméra, mais je le redis sur ce plateau, le pharmacien avec le petit nœud papillon, vous voyez, le pharmacien années 90, un peu pincé, un peu guindé, la pharmacie aussi peine à recruter. C'est compliqué, je veux dire, les personnes qui vont nous accueillir dans les pharmacies, vous peinez à les recruter. Oui, c'est de plus en plus compliqué, mais ce que vous dites, c'est vrai, l'image des pharmaciens des années 80-90 qui jouaient au golf, qui travaillaient 10 heures par semaine, ça c'est une vieille image. Maintenant, les pharmaciens sautent au comptoir. On a des problèmes d'honoraires, des problèmes de rémunération. Les médecins ont eu gain de cause et nous, on est en pleine négociation. On a un retour demain de la sécurité sociale. Et nous, les honoraires nous permettent pas forcément... Les médecins ont gagné, il faut le dire. Hein. Le but du jeu, c'est pas nous de gagner plus d'argent, c'est de permettre de mieux rémunérer la pharmacie, surtout de pouvoir mieux payer nos collaborateurs, pharmaciens et préparateurs en pharmacie. Et donc, comme on a un problème de rémunération et aussi un problème d'attractivité avec la réforme des études, alors qui est complexe parce que nous, tout est mélangé. Ouais, réduction du nombre d'officines. Et donc, oui, ça c'est marge territoriale, mais on a un problème d'études. Et donc, forcément, comme vous faites en même temps, il y a des majeurs et des mineurs, médecine, sage-femme, kiné, dentiste et pharmacien, et on se rend compte que les gens vont plus, enfin les étudiants, voire médecins, kinés, etc., plutôt que pharmaciens. Exactement. Et ce qui fait qu'ensuite, quand ils font leurs études, la fin de première année, chaque année, il nous manque à peu près 1000 pharmaciens, 1000 étudiants en deuxième année. Donc ça, c'est un sujet important. D'où parce la que pénurie. Profession, les pharmaciens ont eu des compétences en médecine, il suffit d'aller voir le pharmacien pour le savoir. Simplement, le fléchage ne se fait pas, quoi. C'est-à-dire que globalement, ils ne vont pas au bon endroit. L'attractivité.
D'accord. En fait, on est un problème d'attractivité. Mais quand même, Jean-Pierre Delfino, sur les pharmaciens, il manifestait pour la pénurie de médicaments parce qu'il y a un problème d'approvisionnement sur les antibiotiques. Mais sur ce métier en particulier, qu'est-ce que les pharmaciens doivent faire? Parce que moi, j'entends quand même un spécialiste du recrutement qui dit, bon, il a l'entreprise au bout du fil, écoutez, essayez de vous vendre un peu mieux et essayez de faire un peu de marque employeur, donnez-nous envie. Est-ce que ça, vous portez ce discours-là aussi? Que ces entreprises doivent aussi faire un effort de visibilité? Alors notre secteur n'est pas tout à fait celui des pharmaciens, parce qu'il n'y en a que dans les établissements sanitaires. Pour autant, il me semble que les problématiques sont de même nature face à cette situation de pénurie. Alors, il n'y a pas de martingale, je pense, sur le sujet. Et s'il y en avait une, tout le monde s'en serait emparé. Il n'y aurait pas d'émission, d'ailleurs, en fait. Même pas d'émission sur le sujet. Je crois qu'il y a... Alors, nous, on expérimente actuellement ce sujet, puisque notre clé d'entrée, c'est le développement de l'alternance, de l'apprentissage, qui est un secteur tout à fait émergent dans les métiers de la santé. Et c'est peut-être d'ailleurs un réformer l'alternance. Voilà. Vous avez vu. J'ai entendu dire voilà. que Ferracci avait des intentions sur le sujet, mais peut-être un indicateur. Il y a 5 ans, les contrats d'apprentissage dans notre secteur, c'était 1500 contrats par an. Donc en fait, la problématique n'était pas de cette nature-là. C'est faible. C'est très très faible. Aujourd'hui, on est à 15, 16 000. Donc on voit, on est un secteur émergent. Et donc, en parallèle, on pourrait dire que la problématique de l'emploi, elle est en train d'apparaître à travers les solutions d'apprentissage. Contrat de professionnalisation réformé. Contrat de professionnalisation réformé, on va voir les résultats. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet dans nos établissements parce que le contrat de professionnalisation, c'est un contrat qui permettait à des gens, vous l'évoquiez tout à l'heure, en milieu de carrière, voire parfois en deuxième partie de carrière, on pourrait dire, de rentrer par le biais de l'alternance, qui est le mode d'acquisition des compétences dans le secteur de la santé. En ayant plus de 25 ans. Pratiquer, en ayant plus de 25 ans, parfois largement beaucoup plus de 25 ans, faut se le dire. Et nous, ce dispositif n'a pas été cannibalisé par l'apprentissage. Donc ça prouve que c'est vraiment une solution intéressante. On verra les effets de la baisse des aides. Juste un mot, vous ne m'avez pas répondu sur la marque employeur. Est-ce que ces entreprises qui auparavant tout roulait, la santé, ça fonctionnait. Est-ce que vous leur dites, travaillez votre marque employeur, travaillez la capacité, vous êtes un groupement de pharmaciens, donnez-nous envie de pousser la porte de ces boîtes. En fait, il faut donner envie aux jeunes de vouloir faire cette profession et dire aux pharmaciens qui ont des problèmes de recruter, mettre en avant dans votre officine ce que vous savez faire et aussi un comité d'entreprise. Nous, les pharmaciens, les groupements, on aide le pharmacien à ce que la pharmacie, le pharmacien se sente bien dans son groupement et dans son métier et aussi ses collaborateurs. Et donc, excusez-moi, vous dites comité d'entreprise, ça veut dire comme dans les grandes boîtes, tout à fait, quelques avantages qui font qu'on a, au-delà de son salaire, des réductions sur... C'est ça l'enjeu. Nous, on est dans un groupe, on est J31, un groupe de 1300 pharmacies. C'est gros. On travaille tous ensemble pour permettre d'aider l'ensemble de nos pharmaciens, de nos collaborateurs à vivre dans la pharmacie le mieux possible. Juste un mot, le salaire, le niveau des revenus, parce qu'il y a un débat d'attractivité, on l'a entendu, mais il y a aussi un niveau de salaire. Le salaire moyen d'une préparatrice ou préparateur en pharmacie, c'est quoi ? Brut, on va être dans les 2300. Brut. D'accord. Donc 2000, 2300. En province, ça reste assez convenable, plus compliqué quand on est à Paris ou dans des grandes villes. Sachant que ce que je vous dis là, c'est vrai aujourd'hui, mais il y a 3, 4, 5 ans, on était beaucoup moins, parce qu'il y a le Covid qui est passé par là et les salaires ont augmenté de 30%. D'accord. Vous nous avez réglé l'affaire, vous avez dit, moi quand je les ai en ligne, je leur demande de faire un effort. Les secteurs sur lesquels vous dites, on a véritablement des difficultés, ce sont lesquels de votre côté? Parce que l'OPCO fait des campagnes, se bat pour que ça avance, mais vous êtes au cœur des réalités. J'aurais tendance à vous dire qu'aujourd'hui, on rencontre des difficultés un petit peu partout. Après, c'est vrai que s'il y a des métiers que je dois mettre en avant comme étant un peu plus en difficulté, forcément, je vais penser aux pharmaciens, je vais penser aux métiers de médecins. Infirmière Infirmier également. Après, c'est vrai que il y a quand même un peu plus de polyvalence au niveau des postes, au niveau des conventions, au niveau des avantages, selon la structure qui va être concernée. Donc, il y a plus de variété, plus de possibilités pour les professionnels. Et c'est vrai que selon les métiers dont on parle, on aura un champ des possibles un peu moins élargi. Vous placez en intérim, comment ça se passe? Parce qu'on voit que les infirmières aujourd'hui cherchent plutôt de la flexibilité. En fait, l'idée, il y a une dérégulation de son temps de travail en disant, moi je travaille 6 mois à fond, puis après 6 mois du temps, je fais autre chose, je voyage, je bouge. Est-ce que ça, vous l'avez, vous On le ressent. C'est ça. On le ressent et on le ressent énormément et je pense que c'est aussi une difficulté forcément pour les établissements qui recherchent en CDI et qui recherchent des permanents parce que aujourd'hui les établissements sont conventionnés
au niveau des salaires et on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas proposer n'importe quoi. Un mot chacun, vous nous avez donné tout à l'heure le chiffre qui allait d'ailleurs monter en 2025. Combien de pharmaciens et de préparateurs en pharmacie on a besoin là? Alors là, je ne pourrais pas vous dire Mais combien. chez vous, par exemple, dans votre bassin, sur les 1300 pharmaciens, quand vous faites votre calcul C'est de... difficile à dire. Combien on a besoin de pharmaciens dans les Hauts-de-France? Ouais. C'est difficile. Il y a 1950 pharmacies dans les Hauts-de-France. Il y en manquera peut-être entre une centaine, entre 150. Mais sachant que la problématique aussi, c'est qu'il y a des pharmacies qui ne trouvent pas preneurs, des pharmaciens titulaires qui ne trouvent pas preneurs. Donc il y a des pharmacies qui ferment, qui ne trouvent plus preneurs. Et donc, baisse du maillage territorial. Merci à vous trois. Allez voir la campagne de l'Opco Santé que vous diffusez sur cette idée que ce sont des métiers valorisés, valorisants et qui sont des métiers de passion. Parce qu'on soigne, on accompagne. Ce sont des métiers et de service aussi. Et d'engagement. Merci à vous, Jean-Pierre Delfino, directeur général de l'Opco Santé. Merci à vous. Bon retour, Cyril, du côté de Villeneuve-d'Ascq, président de Pharmacial. Et vous êtes pharmacien du Bizet, si vous êtes par là. Allez, pharmacie du Bizet, et non pas du Buzet, qui n'était pas du tout la même région. Bizet, le pianiste. Le fameux pianiste. Merci Addison Mendes. Vous êtes consultant recrutement chez Fed Médical. Merci à vous trois. On tourne une page tout de suite. C'est Fenêtre sur l'emploi. J'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi, la fonction publique peut-elle être sexy? Avec un point d'interrogation, on en parle avec Diana Davy. Doit-elle l'être d'ailleurs? Parce que c'est un vrai sujet d'attractivité. Vous êtes directrice déléguée chargée des ressources humaines et de l'emploi territorial au sein du CIG Petite Couronne. Juste d'un mot pour qu'on y comprenne, c'est une petite couronne, c'est les départements limitrophes de Paris, on est bien d'accord? Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Val-de-Marne, avec une stratégie dont vous allez nous parler. Une stratégie puis une ambition aussi. Regardez cette campagne drôle, humoristique, pour donner envie aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs de pousser la porte du CIG. Moi, ce que j'ai envie de voir et ce qui est unique chez vous, c'est la fonction publique territoriale de la Petite Couronne. La quoi? La fonction publique territoriale en Petite Couronne. Tu connais pas? C'est bizarre. C'est comme si t'es américain, tu sais pas ce que c'est un Big Mac. Mieux. C'est comme si t'es algérien et tu sais pas compter jusqu'à 3. C'est très bizarre. Mais comment vous voulez visiter ça? Tu prends un de tes bus. Tu vois les bus à étage, là? Et on fait le tour du 92, 93, 94, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Et on rencontre tous les agents. Ah ouais, mais il va falloir se lever tôt, hein? La Petite Couronne, c'est quand même 146 000 agents et 250 métiers, hein? Oui, avec un guide touristique qui parle en 5 langues, hein? Mais les voir travailler, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est votre trésor national. Les collectivités assurent les services publics de proximité. L'état civil, l'urbanisme, le logement, l'aide sociale, t'entends tous ces mots? C'est comme du jazz. Les équipements sportifs, le tourisme, le patrimoine, la culture, la gestion des écoles et des maternelles. T'as quelque chose contre les crèches? T'as quelque chose contre les bébés? Non, j'ai rien contre les bébés. C'est des héros. C'est des héros. Alors, ça vous fait toujours rire. J'ai l'impression que vous l'aimez bien, cette campagne. Elle est drôle. Ouais, je l'aime bien parce qu'elle est volontairement décalée. Hein. J'aime bien aussi. Dans la territoriale, d'avoir un peu une communication un peu institutionnelle. Voilà. Là, l'idée, c'est quand même de donner, là encore une fois, avec toujours ce message, venez voir, parce que la marque CIG Petite Couronne, objectivement, elle n'est pas connue du grand public. C'est ce que dit d'ailleurs votre humoriste. Ouais. Les métiers que vous proposez, c'est quoi? C'est quoi la palette des métiers? La petite enfance? Ouais, en fait, l'idée, c'est surtout de mettre en avant les métiers qu'on trouve dans les villes, en fait, dans les collectivités. Donc oui, c'est la petite enfance, les auxiliaires de puériculture, les jardiniers, les data analystes, les juristes, les informaticiens. En fait, c'est tous ces métiers-là. Et en fait, on va chercher les jeunes avec les stand-uppers parce que ces métiers sont complètement méconnus. Je vais envoyer un CV à la ville de Montreuil. Par exemple. Ouais. Je l'envoie au CIG ou je l'envoie à la ville de Montreuil? À la ville de Montreuil. À la ville de Montreuil. Ouais. Et qu'est-ce que fait le CIG alors? Le CIG, si vous voulez, c'est un facilitateur, c'est-à-dire qu'il permet de mettre en lumière toute la diversité des métiers qui existent dans la territoriale et de dire aux jeunes, peut-être que vous n'y avez jamais pensé, peut-être que vous ne savez pas que quand vous emmenez vos enfants à la crèche, ce sont des auxiliaires de puériculture qui travaillent pour la ville. Quand vous allez à l'état civil, que sais-je, l'ensemble de ces services, il y a peut-être une opportunité pour vous. Facilitateur, accompagnateur et quoi? Formateur aussi dans l'accompagnement pour aller jusqu'au bout? Ouais, et puis vraiment promotion parce que vous avez évoqué la marque employeur un peu plus tôt dans l'émission. C'est votre sujet. Voilà, c'est un sujet qui nous préoccupe aussi. Chaque collectivité, en fait, doit mettre en avant la marque employeur, mais on essaye, nous, d'avoir une stratégie un peu plus globale
sur la territoriale de la Petite Couronne. Avec, je le redis, des enjeux sur la petite enfance dans les crèches. Il y a un vrai sujet sur, sur les crèches. Là aussi, ça crée une dynamique, vous le sentez ? Oui, on sent effectivement que on parvient à toucher, on va dire, un public un petit peu éloigné de la fonction publique, qui peut parfois paraître un peu désuète, et qui n'a souvent pas connaissance de l'existence de toutes les opportunités de métier qui peuvent s'offrir à elle. Allez sur le site du CIG Petite Couronne parce que ça permet aussi aux jeunes et aux moins jeunes, on parlait de reconversion, il y a aussi ceux qui souhaitent se reconvertir. Allez avec une liste, j'imagine, des métiers, des opportunités possibles et j'imagine de la ventilation en fonction des villes. Enfin, j'imagine qu'à la fin, on arrive à cela. Oui, vous avez effectivement le site Emploi Territorial sur lequel l'ensemble des annonces des collectivités de Petite Couronne sont reprises et donc pléthore d'opportunités encore une fois. Merci Diana Davy, vous êtes directrice déléguée chargée des ressources humaines de l'emploi territorial au CIG Petite Couronne. Voilà, cette marque, on l'a citée et c'est de la marque employeur de citer la marque. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Nous sommes très en retard. Merci à toute l'équipe, Alice Pitavi à la réalisation, merci à Thibaut au son et merci évidemment à Nicolas Juchat et à Naël pour l'équipe de programmation. Merci pour vos questions, vos remarques et vos félicitations parfois. Oui, ça arrive. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.